Voilà, la présidence de la seconde moitié de la matinée est assurée par Monsieur le directeur de l'École des Chartes. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel, de me céder le flambeau. Après cette première partie de la matinée consacrée à explorer des domaines qui sont des domaines déjà connus de l'historiographie en général et de l'historiographie chartiste en particulier, nous allons aborder maintenant des secteurs relativement nouveaux. Enfin, je dis relativement parce qu'en fait, ils ont été explorés à partir, grosso modo, des 50 dernières années. Je cède immédiatement la parole au professeur Jean Wirth, professeur à l'Université de Genève, pour la question de l'image comme source. Tout comme une charte ou une chronique, une image renseigne sur autre chose qu'elle-même. Elle est donc une source historique pour les objets ou les événements qu'elle représente. Pour ne prendre qu'un exemple banal, elle est une source essentielle de l'histoire du costume. Elle l'est de manière encore plus générale une source, car même étudiée pour elle-même, tout objet historique est une source qui documente les activités humaines. L'utilisation des images comme source historique a toujours existé. Au Xe siècle, le chroniqueur Flodoard remarque l'iconographie de Romulus et Rémus sur la porte de Mars à Reims et s'en sert pour montrer que sa ville date de l'époque des origines de Rome. Nous conservons des copies du XIXe siècle des enluminures de l'Hortus Deliciarum, ce précieux manuscrit roman qui a brûlé lors du siège de Strasbourg en 1870, parce que les historiens de l'époque y avaient vu un document utile à la connaissance du costume, de l'armement et de l'outillage du XIIe siècle. La nouveauté est la constitution non plus du contenu de l'image, mais de l'image elle-même en tant qu'objet d'étude historique. Elle s'est faite assez lentement. Dans l'étude des périodes anciennes, l'histoire des images se confondait avec celle des arts figuratifs et la notion d'image n'émergeait pas. Émile Malle, par exemple, intitulait L'art religieux du XIIIe siècle, en France, un ouvrage qui traitait des images indépendamment de leur aspect proprement artistique. Et pourtant, dans la tradition des historiens catholiques qui voulaient corriger l'art religieux de leur temps, sur le modèle médiéval, il utilisait le mot iconographie qui définissait son objet comme une étude des images. Il y a là une contradiction, en somme. La recherche iconographique fut ensuite appliquée à l'art de l'époque moderne dans les travaux d'Aby Warburg et d'Erwin Panofsky. Sans qu'on puisse réduire leur œuvre à cela, il s'agissait toujours de déchiffrer le contenu des œuvres figuratives, en somme, de traiter un tableau ou une fresque en tant qu'image porteuse d'un contenu. Il est trop facile aujourd'hui de considérer ce point de vue comme limité. La signification des œuvres semblait depuis longtemps aller de soi, alors que les contresens étaient constants. La même situation s'observe à une époque plus récente pour l'art antique. Tout le monde croyait identifier sans difficulté les sujets mythologiques, jusqu'à ce qu'on découvre que c'était un peu plus compliqué que cela, et que les travaux de Claude Bérard et de François Lissarrague appliquent enfin au vase grec une véritable méthode iconographique. Il n'en reste pas moins que la recherche iconographique tendait à réduire les images au rôle de support de messages, en dehors par exemple du cas byzantin où la crise iconoclaste sautait aux yeux et révélait leur enjeu social.
Dans le monde latin, on croyait connaître leur statut. À la suite de saint Grégoire le Grand, Émile Malle les avait crus destinés à l'enseignement des illettrés, de sorte qu'ils n'avaient pas un mot à dire sur les deux images les plus importantes du Moyen Âge, la Vierge à l'enfant et le crucifix. Il aurait en effet été difficile de leur prêter une intention didactique. Son point de vue n'était pas contesté. De manière comparable, Panofsky explorait toutes les sources possibles des représentations mythologiques, mais se demandait pas un instant pourquoi les palais princiers de la Renaissance se couvraient de nudités plantureuses, comme si cela allait de soi. Il semblait que les images ne servaient qu'à transmettre des messages, qu'elles n'avaient pas d'autre fonction, cultuelle ou profane. Avant les années 1980, l'intérêt pour les fonctions de l'image était faible chez les historiens. Elle les intéressait d'un point de vue documentaire, en particulier pour donner un éclairage sur ce qu'ils appelaient les mentalités, ainsi chez Philippe Ariès ou Michel Vauvel. Parmi les rares exemples d'intérêt pour les images, il faut citer l'étude de Ralph Ghisi sur l'usage des effigies dans les funérailles royales, mais un excellent anthropologue, Wolfgang Brückner, a réfuté ces thèses dans un ouvrage remarquable et trop peu lu, Bildnis und Brauch. On notera aussi l'article influent de Richard Trexler sur l'image sainte dans la Florence de la Renaissance, ou encore le petit livre de Gerardo Ortali sur les images infamantes. Du côté de l'histoire de l'art, Icon to Narrative de Sixtine Ringbaum reliait habilement dès 1965 le développement du gros plan dans l'image de la fin du Moyen Âge et l'utilisation dévotionnelle des images. Mais l'impulsion la plus décisive est venue d'un autre historien de l'art, Hans Belting, avec Das Bild und sein Publikum en 1981, suivi en 1990 par l'imposant Bild und Kult. Le sous-titre de ce dernier ouvrage est significatif. Une histoire de l'image avant l'époque de l'art. Il s'agit de comprendre l'image hors du cadre esthétique qui fait naître le tableau à l'époque moderne. L'accent y est mis sur son fonctionnement, sur le fonctionnement religieux et politique de l'image, sur la copie et l'utilisation de modèles prestigieux, supposer les portraits authentiques et miraculeux du Christ et de la Vierge. Belting ne fait pas tant l'histoire de chaque image en particulier que celle de types doués de sacralité. Du même coup, l'image de culte, ignorée par Émile Malle, devient centrale. La parfaite maîtrise de la discipline chez Belting entraîne une réception enthousiaste de ses ouvrages dans le milieu de l'histoire de l'art autant que chez les autres historiens. Dans les années 1980, les travaux relatifs aux structures et aux fonctions de l'image se multiplient à un rythme accéléré, soit indépendamment, soit à la suite de Belting. Ces problématiques sont clairement intégrées à l'histoire de l'art dans les travaux de Michael Baxendale, par exemple. Formé dans la même discipline, Stahl Sinding Larsen théorise le rôle de l'image dans les rituels avec un ouvrage trop peu connu. Depuis, on ne compte plus les travaux consacrés au sujet. L'école des Chartes n'est pas restée en reste du mouvement. Orientée vers les textes, elle n'avait pourtant aucune tradition d'étude de l'image. L'histoire de l'art y était principalement représentée par l'archéologie et l'histoire de l'architecture médiévale, de Jules Quicherat à Jean Hubert. Mais, comme ses meilleurs prédécesseurs,
Hubert avait des curiosités très larges et on lui doit, en collaboration avec sa fille Marie-Clotilde, un article fondateur sur les images reliquaires antérieures à l'an 1000, du reste largement appuyé sur des textes, car les œuvres ont presque toutes disparu. Ce point n'est pas négligeable, car les historiens qui ont conduit vers une histoire des images, comme Émile Malle et Panofsky, et ceux qui l'ont pratiqué ensuite avec succès, sont aussi ceux qui se meuvent avec aisance dans les textes, tout en sachant lire les images. Notre école n'était donc pas la pire formation possible pour s'y lancer. En tout cas, des médiévistes de l'école se sont progressivement mis à étudier les images autour de 1980. C'est le cas de Michel Pastoureau, de Jean-Claude Schmitt et de moi-même, à partir de préoccupations assez différentes qui ont souvent fini par se rejoindre. C'est un peu embêtant de parler de son clan, mais enfin, on ne peut pas faire autrement sur ce sujet, parce que c'est comme ça. Michel Pastoureau s'est intéressé très tôt à deux catégories d'images qui n'étaient guère perçues comme telles, car reléguées dans les sciences auxiliaires de l'histoire, l'héraldique et la sigillographie. La qualité esthétique des sceaux en fait des œuvres d'art à part entière, bien mieux datées que les autres, et qu'il était temps de considérer comme telles. Le blason procède de règles sémiologiques précises, et il s'agit du seul système d'images médiévales pour lequel nous ayons des descriptions contemporaines exactes. Une ou deux lignes suffisent à dire tout ce qui est sémiologiquement pertinent pour construire l'une de ces images assez simples, et rien que ce qui est pertinent. La description part du champ et de sa couleur pour aboutir au meuble. Or, les images médiévales plus complexes sont structurées exactement selon les mêmes principes. Et la même méthode de description s'y applique donc. En outre, la codification stricte des couleurs a amené Pastoureau à appréhender l'historicité de la couleur. La diffusion de la couleur dans l'illustration des livres nous a libérés d'une histoire de l'art et des images en noir et blanc, mais il s'agissait aussi de savoir utiliser cette ressource en historien. Élève et successeur de Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt s'est principalement attaché à définir l'imago médiéval par opposition à nos conceptions implicites de l'image, tant dans sa forme que dans ses usages. Alors que nous pensons volontiers l'image comme une sorte d'écran, comme le lieu immatériel d'une projection, l'image médiévale a une substance et un corps, de sorte qu'un objet rituel, comme l'image reliquaire de Sainte-Foy à Conques, est au moins aussi représentatif de l'image médiévale qu'une enluminure. Par ailleurs, Schmitt explore une autre facette de la notion d'image, celle de l'image dans l'esprit, en particulier les rêves et les visions, des phénomènes largement déterminés par la contemplation des images matérielles, avec lesquelles elles sont en relation constante. Enfin, l'étude anthropologique sur les rythmes qu'il prépare depuis des années devrait faire à ceux-ci, au rythme, une large place comme élément constitutif de l'image. Mes propres travaux sont issus de deux hypothèses conjointes sur la forte structuration à la fois du système iconographique médiéval et du système religieux, ce qui m'a amené à une recherche très synthétique, d'abord travaillée grossièrement à la hache dans l'image médiévale de 1989, puis, je l'espère, de manière plus nuancée dans les 3 volumes consacrés respectivement à l'image romane, à l'image gothique et à l'image de la fin du Moyen-Âge. En même temps, mes intérêts se sont déplacés en partie vers les conditions concrètes du travail artistique, car je n'ai jamais cessé d'être historien de l'art. Il m'est impossible d'énumérer les travaux relatifs aux images qui sont dus aux promotions suivantes de chartistes. Il faut évidemment noter ceux des modernistes, en particulier ceux de Serge Gruszinski,
Grzinski sur le rôle des images dans les antagonismes politiques et religieux de la colonisation du Mexique, tandis que les travaux de François Fossier, comme ceux de Geneviève Bresque-Boutier, qui elle est de ma génération, relèvent davantage de l'histoire de l'art stricto sensu. Anita Guéraud-Jalabert s'est livrée à une étude iconographique de l'arbre de Jessé, qui était suivie par la thèse de Séverine Lepape, sur le même thème, qui utilise de manière novatrice les méthodes statistiques. À voir les positions de thèse, les problèmes relatifs à l'image n'occupent ni une place prépondérante dans la production chartiste, ni une place négligeable. Le fonctionnement sémiologique ou social des images semble peu présent. En revanche, les recherches iconographiques sont en bonne place comme sujet de thèse et surtout comme partie de thèse. L'étude de David Jonathan Benrubi sur la représentation de la table et de la commensalité dans les textes et les images en est un excellent exemple. Ce point n'est pas négligeable car il montre que l'appel aux images comme source historique tend à se généraliser et que le versant iconographique des sujets reçoit un traitement conséquent avec la volonté de traiter en corpus les séries d'images. Bon, il reste que l'histoire des images existe et qu'il y a encore beaucoup à faire dans le domaine. Un certain nombre d'événements récents, comme le développement de l'iconoclasme dans l'islam radical, montrent l'urgence d'y comprendre quelque chose. Mais elle constitue sans doute plus un domaine de recherche qu'une discipline. Il est significatif qu'aucun des chartistes qui ont étudié l'histoire des images ne s'y soit consacré exclusivement. Si l'enfermement dans une discipline est partout nuisible, elle l'est encore plus dans ce cas. Il est aussi nécessaire de connaître l'histoire des images dans le cadre d'une recherche qui les utilise uniquement comme source, qu'il est vain d'imaginer une histoire des images autonome. Les situations créées par l'utilisation incompétente des images anciennes comme source frisent le comique. On se souvient de Philippe Ariès, qui, faisant l'histoire du sentiment de l'enfance, utilisait l'iconographie médiévale pour montrer que les petits-enfants étaient représentés en adultes miniatures et que ce sentiment n'existait pas encore. On trouve pourtant des bébés qui ressemblent à des bébés, autant qu'on voudra d'ailleurs depuis le Xe siècle au moins, à condition de mettre à part le cas un peu spécial du petit Jésus. Le croire représentatif, c'est oublier qu'il ne s'agit pas d'un bébé comme les autres, parce qu'il possède la toute-puissance et la science infuse. On dira que plus personne ne travaille comme cela aujourd'hui, mais j'ai eu vent il n'y a pas si longtemps d'un projet de recherche interdisciplinaire consistant à appliquer aux madones les méthodes mises en place en puériculture pour observer les relations entre maman et bébé. À supposer que le projet ait été subventionné, je ne connais pas son issue, et mis en œuvre, ces auteurs ont dû avoir du mal à observer ces relations dans les madones romanes de type Sedes Sapientiae, où la mère et l'enfant ne communiquent pas, mais regardent fixement le spectateur. En outre, ils ont dû découvrir avec stupéfaction la précocité du bébé des madones gothiques, par exemple lorsqu'il couronne sa maman. L'ignorance des habitudes stylistiques d'une époque et d'un milieu peut conduire à des erreurs plus excusables, mais néanmoins pernicieuses, dans leur utilisation documentaire. La bande dessinée nous a habitués à une reproduction mimétiquement correcte des couleurs vestimentaires. Tintin porte régulièrement un chandail bleu et des culottes golf beige. Ce n'est pas le cas dans les cycles médiévaux. Ainsi, dans les Bibles moralisées du temps de Saint Louis, où le Christ peut très bien troquer d'une image à l'autre, comme ici, un manteau bleu pour un manteau rose, en même temps que sa tunique passe du rose au bleu. En outre, les moines y portent souvent des frocs de couleurs vives, alors que nous savons très bien que cela leur était interdit.
En fait, l'alternance des couleurs en chiasme, le rose pour le bleu et inversement, est une élégance stylistique et les couleurs sales, comme celle des bures, ne seraient pas présentables dans un manuscrit royal. Sur le plafond de l'église de Tsilis, dans les Grisons, vers 1114, les rois mages semblent chevaucher dans la nature en se rendant à Bethléem et, à leur retour, passer devant des villes ou des châteaux. Mais de tels détails pittoresques et insignifiants par rapport au récit n'ont pas cours dans la peinture romane. En fait, les architectures devant lesquelles se trouvent les rois au retour de Bethléem signifient les fiefs dont le Christ les a investis après avoir reçu leur hommage. Qu'ils tiennent leur pouvoir du Christ et non du pape n'est certainement pas insignifiant à l'époque de la querelle des investitures. Mais il faut apprendre à lire les images pour parvenir à une conclusion de ce genre. Si la connaissance des images, de l'histoire des images est nécessaire à leur utilisation documentaire, aucune discipline ne peut se prévaloir de l'autonomie, et surtout pas une histoire des images. Toutes les images sont loin d'être des transcriptions factuelles d'une réalité, et il n'est pas question de considérer une Madone comme un document sur le rapport entre mère et enfant, mais il n'en reste pas moins que l'image se construit en représentant des objets. Le texte désigne des objets, l'image les montre, ce qui n'est pas la même chose. À titre d'exemple, l'excellente étude d'archéologie du bâti menée par Manfred Schuler sur la porte du Prince de la cathédrale de Bamberg pêche en matière d'iconographie. Dans son analyse du tympan, l'ange qui conduit les élus auprès du Christ est interprété comme une femme, le clerc tonsuré comme un laïc, et le pape n'est pas reconnu dans le cortège des damnés. Face à un texte, ce problème n'existerait pas, car l'ange, le clerc et le pape seraient nommés. Il n'y aurait pas à les reconnaître. Face aux images, une connaissance des objets représentés qui ne passent pas par leur représentation est donc nécessaire. Par bonheur, nombre d'images sont légendées et servent en quelque sorte de pierre de Rosette, montrant ce qui est désigné. Aussi grave qu'elle soit, l'erreur iconographique ne compromet pas le principal résultat de la recherche de Manfred Schuler, qui est la datation de la porte du Prince en 1225 avec une faible marge d'erreur. Du même coup, les sculptures de la cathédrale de Reims qui ont servi de modèle, comme les consoles à masque aux étages du croisillon nord, ne peuvent qu'être antérieures à cette date, ce qui suppose un avancement du chantier rémois bien plus rapide qu'on ne l'avait supposé. Or, dans son étude sur les vitraux de la cathédrale, dépendante de la datation tardive de ces parties, Meredith Lillich interprète les voussures de l'arc entourant la rose, représentant la chute d'Adam et Ève, et leur punition, comme une réponse à la révolte des bourgeois de 1234. Il serait étonnant que l'iconographie d'une cathédrale reflète les événements à la manière des journaux. Et du reste, l'appel à l'obéissance a toujours été consubstantiel au système religieux. Mais les sculptures en question, étant très certainement antérieures à la révolte, comme l'avaient compris Dieter Kimpel et Robert Soucale, l'exemple montre surtout combien la recherche iconographique dépend de l'archéologie et de l'histoire de l'art. La réciproque est beaucoup moins vraie. Plusieurs sarcophages chrétiens du IVe siècle comportent une scène de création dans lesquelles Dieu le Père est représenté en homme barbu, trônant, bien distinct du fils imberbe qui est parfois à ses côtés. Il est pourtant courant de faire naître beaucoup plus tard la représentation anthropomorphique de Dieu le Père et de croire qu'elle aurait été scandaleuse à l'époque paléochrétienne. Si l'on avait daté ces sarcophages à partir de l'iconographie de Dieu, on les aurait certainement placés dans le second millénaire. En somme, il y a un ordre des raisons. Comme l'avait déjà bien montré Erwin Panofsky, l'iconographie doit être régulée par la connaissance du style et celle des contextes. Si l'histoire des images était une discipline, elle serait très vaste.
Elle comprendrait, outre l'iconographie, l'histoire du culte des images et de sa théologie, celle des iconoclasmes qui sont autant des mouvements politiques et sociaux que religieux. Elle annexerait l'histoire des arts figuratifs. La présence de l'image dans les domaines les plus divers rendrait en outre nécessaire l'histoire des domaines concernés, ainsi pour les illustrations scientifiques, comme celle de la médecine ou les cartes de géographie. Compte tenu de cette diversité, il faut plutôt considérer l'histoire des images comme un vaste domaine de recherche dont on aborde un aspect à partir des travaux historiques les plus divers, avec au départ des formations non moins diverses. C'est dire que, dans un cas comme celui de l'école des Chartes, un enseignement permanent d'histoire des images qui viserait à couvrir le domaine risquerait d'être à la fois très lacunaire et trop général. En revanche, on ne peut que conseiller à qui veut traiter d'images de s'assurer des bases solides en histoire de l'art, le cas échéant en archéologie, à l'école ou ailleurs. Ce serait raisonner en termes de territoire et de chasse gardée, comme on le fait trop souvent, de raisonner autrement. Et cette attitude ne pourrait que disqualifier les vrais chercheurs comme des contrebandiers ou des braconniers. Je vous remercie de votre attention. Merci à Jean Wirth d'avoir montré la complexité et la fécondité de ce champ et aussi ses difficultés. On pense immédiatement à ce petit récit que donne Victor Hugo lors de son voyage en Suisse où il croise deux enfants en train de regarder un relief médiéval qui présente un saint céphalophore. L'un des enfants dit « c'est Adam qui tient sa pomme » et l'autre dit « mais non, c'est Dieu qui joue aux boules ». Voilà la difficulté de lire les images.